Dans le petit village de Djobossi, situé au cœur de la savane togolaise, la vie suivait un rythme ancien, calé sur les battements du tam-tam, les récoltes et les secrets. C'est dans ce village que vivait Asibi, une femme respectée pour sa sagesse et crainte pour son silence. Elle avait toujours marché seule, même mariée. Mais ce n'était pas le silence d'une femme soumise, c'était celui d'une âme en lutte constante contre quelque chose que personne ne pouvait voir. Asibi n'avait qu'un enfant, Naya, une jeune fille de 17 ans, belle comme l'aube sur les collines de Kara, douce et réservée, avec des yeux grands comme la mer avant l'orage. Naya était l'ombre et la lumière de sa mère, celle qui lui donnait encore envie de se lever le matin. On disait dans le village qu'Asibi avait une Naya après une grossesse étrange, sans mari, sans père, après un rêve qui avait duré 9 lunes. Beaucoup chuchotaient qu'elle avait pactisé avec quelque chose pour enfanter. Mais Asibi ne répondait jamais à ces murmures. Elle vivait, simplement. Elle vendait des potions, préparait des feuilles pour guérir les enfants, massait les ventres infertiles, tout en gardant sa fille loin des regards, loin des garçons surtout. Un soir, alors que la saison sèche caressait le sol de poussière rouge et que les feux de brousse dansaient au loin, Naya tomba gravement malade. « Maman, mon cœur, il brûle », avait-elle soufflé. Asibi accourut, posa sa main sur le front de sa fille. De la fièvre, mais pas seulement. Les yeux de Naya étaient changés, plus brillants, presque dorés. Et son souffle était court, haché comme un animal qui court vers sa faim. Elle convulsa. Asibi, affolée, brûla du gingembre, invoqua les anciens, frotta les herbes, pria les ancêtres. Mais rien. À minuit pile, Naya rendit l'âme dans un cri si aigu que les coqs chantèrent dans tout le village, croyant que l'aube était déjà là. Le lendemain, des villageois vinrent pour l'aider à préparer la cérémonie d'enterrement. Mais Asibi refusa. Elle ne cria pas, elle ne pleura pas. Elle les regarda tous et dit simplement « Elle n'est pas morte, elle attend encore ». On la prit pour une mère frappée par le chagrin, alors ils insistèrent. Le vieux sage du village, Tonton Kwasi, tenta de la raisonner. « Asibi, ta fille est partie. Son corps doit rejoindre la terre pour que son esprit trouve la paix. » Mais elle secoua la tête, prit le corps de Naya dans un drap blanc et le ramena chez elle. Elle le déposa sur le lit, alluma des bougies, nettoya son front, le peigna comme si elle allait se réveiller. Puis elle s'assit à côté, dans le silence, les mains jointes. Et c'est cette nuit-là que tout commença. La maison d'Asibi était plongée dans une semi-obscurité, malgré le soleil qui brillait dehors. Les rideaux étaient tirés. L'air était lourd, comme si le temps lui-même refusait d'avancer. Dans la chambre centrale, le corps de Naya reposait toujours sur le lit, intact, paisible. Les bougies allumées depuis 2 jours n'avaient pas fondu entièrement, et aucune mouche n'osait s'approcher du cadavre. Les gens du village ne venaient plus. Certains disaient qu'Asibi avait perdu l'esprit. D'autres, plus superstitieux, murmuraient qu'elle avait réveillé une chose ancienne et dangereuse. Même Tonton Kwasi avait cessé de frapper à sa porte. Mais Asibi, elle, veillait. Chaque jour, elle lavait le corps. Elle chantait doucement, des berceuses oubliées qu'elle ne chantait plus depuis que Naya avait 10 ans. Elle lui racontait les histoires des femmes de leur lignée, des guerrières et des guérisseuses. Et chaque nuit, à minuit, elle tendait l'oreille. La première nuit, il ne se passa rien. La deuxième, elle crut entendre un craquement, comme du bois qui cède, mais elle mit cela sur le compte de la fatigue. La troisième nuit, elle était en train d'ajouter une nouvelle bougie quand elle entendit distinctement un soupir. Un soupir, léger, lourd, humain. Elle tourna la tête brusquement vers le lit. Le corps n'avait pas bougé. Les mains de Naya étaient toujours croisées sur son ventre. Mais Asibi sentit ses jambes trembler. Elle s'approcha. Elle tendit la main vers le visage de sa fille. Il était toujours froid, mais les yeux de Naya étaient maintenant à demi ouverts. Asibi laissa tomber la bougie. Une flamme rapide lécha le coin du drap, mais elle l'éteignit aussitôt. Le silence revint. Un silence profond, viscéral. Elle tomba à genoux. « Ma fille, si tu es revenue, montre-moi. » Pas de réponse. Mais cette nuit-là, alors qu'elle s'endormait assise au pied du lit, elle rêva. Dans le rêve, Naya se tenait debout, vêtue de blanc, les pieds dans l'eau trouble d'une rivière inconnue. Elle pleurait, mais ses larmes étaient noires. Une voix, venue de loin, répétait « Tu as brisé l'ordre, elle n'est pas à toi. Tu l'as rappelée trop tôt. » Asibi se réveilla en sursaut. Une odeur de terre humide flottait dans la pièce, comme après la pluie. Et sur le drap blanc où reposait le corps de Naya, une trace brune, comme une empreinte de main boueuse, était apparue sur le ventre de la jeune fille. Asibi ne dormit plus après ce rêve.
Elle resta assise, les yeux grands ouverts, guettant chaque mouvement, chaque souffle, chaque frisson d'air dans la chambre. Le drap de coton qui couvrait Naya portait toujours la trace boueuse, comme une empreinte de main appuyée là, venue de nulle part. Le jour passa lentement, comme si le soleil lui-même hésitait à se lever. La maison d'Assibi restait fermée, son silence pesant comme un couvercle. Personne n'osait approcher. Même les chiens du quartier, d'habitude bruyants et joueurs, contournaient la maison à bonne distance. Mais c'est cette nuit-là que le mystère prit une tournure plus inquiétante. Assibi, assise sur sa natte, les yeux lourds, faillit sombrer dans un léger sommeil. Une chandelle encore allumée clignotait au rythme du vent nocturne. Puis, un bruit la réveilla. Un grincement, léger, comme une natte qu'on froisse, ou une articulation qui se déverrouille lentement. Elle se figea. Le son venait du lit. Elle tourna la tête lentement, sans respirer. Le corps de Naya avait changé de position. Elle était maintenant tournée sur le côté. Une main dépassait du drap, les doigts recourbés, comme si elle avait essayé de se relever ou de saisir quelque chose. Assibi sentit son cœur battre plus fort. Elle se leva d'un bond, s'approcha du lit. « Naya » murmura-t-elle. Pas de réponse. Mais quand elle toucha la main de sa fille, elle n'était plus froide. Elle était tiède, pas chaude, pas vivante, mais moins morte. Elle frissonna, recouvrit immédiatement le corps, se mit à prier, récitant les versets oubliés que sa grand-mère lui avait enseignés enfant. Des paroles anciennes, des protections contre les esprits trompeurs. Cette nuit encore, elle ne dormit pas. Et au matin, une chose terrible arriva. En allant changer le drap taché de la veille, Assibi remarqua quelque chose au pied du lit. Une fleur noire posée là. Une fleur qu'elle ne connaissait pas. Aucune plante dans son jardin ne portait ce genre de pétales sombres, presque violets, avec un cœur rouge vif. Et sur le mur, à côté du lit, quelqu'un ou quelque chose avait tracé, avec de la terre ou du sang séché, un symbole. Une spirale entourée de 3 traits verticaux. Elle reconnut le signe. Elle l'avait vu, autrefois, dans le vieux carnet de sa grand-mère. Un appel aux morts. Le soir venu, Assibi verrouilla toutes les fenêtres. Elle fit brûler toutes les herbes protectrices de sa réserve. Elle traça du sel autour du lit, comme on le faisait autrefois pour empêcher les âmes errantes de sortir. Mais quand minuit sonna, le corps de Naya s'assit, d'un seul coup, comme tiré vers le haut par un fil invisible. Ses yeux s'ouvrirent en grand, brillants comme des perles sous l'eau. Sa bouche s'ouvrit lentement, mais aucun mot n'en sortit. Seulement un chant très bas, ancien, presque animal, qui fit trembler les murs. Assibi tomba à genoux, ses yeux embués de larmes. « Ma fille, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qui t'a rappelé ?» Le corps ne répondit pas, mais derrière les yeux de Naya, quelqu'un d'autre regardait. Assibi resta pétrifié, le souffle suspendu, les mains moites. Le corps de sa fille, maintenant assis sur le lit, continuait de fredonner ce chant venu d'ailleurs. Ce n'était pas la voix de Naya. Cette voix était plus grave, presque masculine, chargée de douleur et de rage. Ce n'était pas un chant humain. C'était une litanie d'appels, un appel vers l'au-delà ou peut-être vers quelque chose de pire. Puis, lentement, la tête de Naya se tourna vers elle. Le regard n'était plus celui de sa fille. Ses yeux étaient vides mais lumineux, et pourtant quelqu'un ou quelque chose semblait l'observer à travers. « Qui es-tu » murmura Assibi, la gorge serrée. Le corps ouvrit la bouche. Une voix sortit. La sienne, mais tordue, brisée, superposée à une autre. « Tu l'as ramenée sans notre accord. » Elle n'était pas prête. Assibi recula d'un pas. Elle comprit. Ce n'était pas Naya. C'était une présence, une entité, un esprit qui avait pris possession du corps vide de sa fille. Elle s'effondra sur les genoux, les larmes coulant sur ses joues ridées. Je voulais juste qu'elle vive. Je voulais une chance de plus. Mais l'esprit n'avait pas de compassion. Ton amour a ouvert la porte. Maintenant, elle ne se refermera pas sans un prix. À ces mots, toutes les bougies de la pièce s'éteignirent d'un coup. La pièce devint noire comme la bouche d'un tombeau. Et dans l'obscurité, Assibi sentit une chaleur froide s'approcher d'elle. Une main invisible se posa sur son front. Elle s'évanouit aussitôt. Quand elle se réveilla, il faisait jour. La lumière du matin entrait timidement par une ouverture entre les rideaux. Elle se redressa d'un coup. Le lit était vide. « Naya !» Elle courut dans toutes les pièces. Rien. Le lit, les draps, même la fleur noire, tout avait disparu. Elle sortit de la maison en courant, les pieds nus dans la poussière. Et là, devant la porte, elle la vit. Naya, debout, vêtue d'une robe blanche immaculée, ses cheveux tressés, ses pieds nus, son visage calme.
Mais ses yeux étaient complètement noirs, sans pupille. Et elle ne respirait pas. Asibi recula d'un pas, puis deux. Naya inclina légèrement la tête. « Bonjour, maman, dit-elle. » Sa voix était douce, parfaite, mais sans vie, sans chaleur. Naya, elle sourit, un sourire étrange. « Vide, tu m'as appelé. Me voilà. » Le sol trembla légèrement sous leurs pieds. Le ciel s'assombrit, comme si une ombre immense s'était étendue au-dessus du village. Et tout autour, les oiseaux s'étaient tus. Ce n'était plus une fille qu'elle avait ramenée. C'était un portail. Le village tout entier semblait retenir son souffle. Devant sa maison, Asibi fixait sa fille. Ou plutôt, ce qui portait l'apparence de sa fille. Naya se tenait là, droite, immobile, son regard noir comme l'abîme braqué sur sa mère. Sa robe blanche flottait doucement dans l'air, bien qu'il n'y ait pas de vent. Elle ne respirait pas, ne clignait pas des yeux. Et pourtant, elle parlait, elle marchait, elle souriait. « Tu m'as rappelé, maman, tu m'as ouvert une porte. » Asibi sentait ses jambes trembler. Elle voulut fuir. Mais comment fuir l'enfant qu'on a mis au monde? Comment tourner le dos à ce qu'on a aimé plus que sa propre vie? Naya, si tu es là, si tu peux m'entendre, résiste à cette chose, je t'en prie. Mais l'entité qui habitait le corps secoua la tête, presque tendrement. Je ne l'habite pas. Nous sommes une seule voix maintenant. Tu as lié sa vie à autre chose. Elle ne souffre pas, mais elle ne t'appartient plus. Et soudain, Naya tourna la tête vers le village. Ses yeux noirs semblèrent aspirer la lumière, et à ce moment précis, des chiens hurlèrent, des coqs se mirent à fuir, et dans les maisons, plusieurs enfants se mirent à pleurer, sans raison apparente. Asibi comprit, le mal ne voulait pas rester enfermé. Il était venu chercher autre chose. Ce soir-là, une réunion d'urgence fut tenue dans la case du vieux tonton Kwasi, doyen du village. Les anciens, les chefs de lignée, et même les plus jeunes y assistèrent. Tous avaient vu la fille revenir d'entre les morts. Tous avaient senti le trouble. Ce n'est plus elle, dit Kwasi, les yeux fatigués. Ce qui marche dans ce corps n'est ni une fille, ni une ennemie. C'est une faille. Et si on ne la referme pas, tout le village sera avalé. Mais elle ne fait de mal à personne. Objecta un jeune homme. Pas encore, répondit Kwasi. Le mal commence toujours par le silence. Et puis, il prend les enfants. Un silence glacé s'installa. Asibi, elle, restait à l'écart. Elle ne parlait pas. Elle ne mangeait plus. Elle n'avait plus d'armes, juste son amour. Et cet amour l'avait perdue. Mais une nuit, le rêve revint. Elle se retrouvait encore au bord de cette rivière obscure, face à Naya, les pieds dans l'eau trouble. Mais cette fois, d'autres silhouettes étaient là. Des femmes, des hommes, tous avec des yeux noirs, tous silencieux, mais pleins de douleur. Ils murmuraient tous la même phrase. Le sang doit être lavé, le pacte doit être payé. Asibi s'agenouilla dans le rêve. Elle cria. Que faut-il faire pour qu'elle parte en paix? Une voix, lourde, profonde, répondit dans le vent. Offre quelque chose d'encore plus précieux que ce que tu as volé. Le lendemain matin, Asibi était devant le bois sacré. Elle portait un panier rempli de feuilles anciennes, un collier d'os hérité de sa grand-mère et une jarre de sang de chèvre noire. Elle avait tout préparé pour un rituel de restitution. Une dernière chance. Mais ce que le rituel demandait, c'était plus que des objets. Il demandait un sacrifice vivant. Et cette fois, ce serait Asibi elle-même. Le soleil se levait lentement, étalant des lueurs dorées sur la cime des arbres du bois sacré. Ce bois, interdit aux vivants sauf en cas de désespoir absolu, avait vu passer les prières, les malédictions et les pactes depuis des siècles. Et ce matin-là, il allait voir quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des générations, le sacrifice d'une mère pour racheter l'âme de son enfant. Asibi marchait pieds nus, sa natte de rituel sur les épaules. Autour d'elle, les feuillages bruissaient, mais aucun oiseau ne chantait. L'air était figé. Même les esprits retenaient leur souffle. Elle arriva devant le cercle des pierres, un autel ancien où les femmes du sang offraient leur corps pour sauver ceux qu'elles aimaient. Elle posa doucement le panier au sol, ouvrit la jarre et versa le sang de la chèvre noire sur la terre. Elle s'agenouilla, leva les mains et dit « J'ai pris une vie qui n'était pas encore mienne. Je la romps avec la mienne. Que le lien soit rompu. Que ma fille soit libre. » Le vent se leva brusquement. Les arbres gémirent. La terre vibra. Et dans un éclair de lumière noire, Naya apparut au bord du cercle. Elle semblait plus jeune, plus fragile. Ses yeux n'étaient plus noirs, mais remplis de larmes. Elle tendit les bras vers sa mère. « Maman, non, je suis là. Je suis revenue. » Asibi sourit.
paisible. Tu es libre, mon enfant. Puis, elle ferma les yeux. Et dans un silence surnaturel, le sol s'ouvrit sous elle, doucement, comme si la terre elle-même l'avalait avec tendresse. Pas une goutte de sang, pas un cri, juste un souffle, une offrande, une mère. Quelques heures plus tard, le ciel s'éclaircit. Les oiseaux chantaient à nouveau. Et Naya, debout au bord du bois, respira profondément. Pour la première fois depuis sa mort, elle sentit l'air entrer dans ses poumons. Elle tomba à genoux, le cœur battant. Elle était vivante, entièrement. Des villageois la retrouvèrent, en larmes, incapables de parler, mais libres. Ils enterrèrent Asibi selon les rites anciens, sous l'arbre de la première lignée. Et pendant des années, on raconta cette histoire dans les veillées, en chuchotant. Une mère a refusé d'enterrer sa fille. Alors elle s'est enterrée elle-même pour la ramener vraiment. Et depuis ce jour, plus aucun esprit ne rôde dans les nuits de Djobossi.